On va reprendre avec les aspects philosophiques et éthiques avec Steve Demazeux. Merci Steve. Bien, merci. Écoutez, je commencerai par dire tout le plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment très honoré par cette invitation. J'ai beaucoup d'admiration depuis longtemps pour les épidémiologistes et pour les acteurs de la santé publique. J'ai eu la chance de faire un postdoc sur l'histoire de l'épidémiologie psychiatrique. Donc c'est quelque chose qui est important dans mon travail. Et donc je suis très heureux d'être là et je suis d'autant plus heureux que j'ai beaucoup d'admiration pour Rachid Salmi, pour à la fois son ouverture et sa rigueur d'esprit. Donc je suis vraiment très content d'être là. Alors, en même temps, c'est une gageure pour un philosophe d'avoir à parler sur les questions de la responsabilité, parce que c'est une notion extrêmement ancienne, très très vaste de la métaphysique classique. C'est un risque qu'a pris aussi Rachid de proposer ça à un philosophe, parce que je pourrais vous en parler pendant 4 heures. Je vais essayer de tenir une demi-heure, je ne vais pas vous faire 2 heures Aristote, 2 heures Kant. Et pour éviter ça, ce que je vais essayer de faire, c'est me focaliser sur des expressions qu'on trouve dans le débat public, et d'essayer de voir ce que ces expressions comportent, ce qu'elles ont comme, ce qu'elles rapportent comme difficulté. Alors l'une des grandes chances que j'ai, c'est que je vais pouvoir m'appuyer justement sur l'excellent exposé d'Emmanuel auparavant, parce que l'une des premières choses que je voudrais vous montrer, c'est que s'il y a une grande difficulté par rapport à cette notion de responsabilité, et s'il y a peut-être aussi beaucoup on en a parlé, de méfiance du public, etc., c'est que justement la notion de responsabilité déborde de très très loin la notion technique que les juristes ont à manipuler. Les juristes ont une notion très précise, très rigoureuse, ils travaillent beaucoup là-dessus, et il y a beaucoup de quiproquos en fait par rapport à ce qu'on entend de manière générale, à la fois dans la langue commune et puis dans le langage technique philosophique, quand on parle de responsabilité. Et ça, je vais commencer à l'illustrer par des phrases devenues très célèbres de paroles publiques par rapport à la question de la responsabilité. Je vous rappelle, on le disait tout à l'heure, mais responsabilité, étymologiquement, c'est respondere, c'est répondre. D'abord, c'est répondre de ses actes. Donc, celui qui est responsable, c'est celui qui répond de ses actes, c'est-à-dire qui les assume, soit en tant que citoyen, soit en tant que médecin, en tant que responsable politique, en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, etc. Alors, 5 expressions que vous connaissez, qui sont très célèbres. La première, on a parlé du sang contaminé, responsable mais pas coupable, expression devenue très célèbre de la ministre Georgina Dufoy, qui était ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale sous le gouvernement Fabius, 1984-1986, et c'est une phrase qu'elle prononce une première fois sur la première chaîne, TF1, et puis qu'elle reprend quelques jours plus tard sur France 2. Alors c'est une phrase qui a beaucoup marqué, qui est très ambiguë, puisque ça s'appuie sur une distinction juridique, sur la question de l'intention coupable dont parlait tout à l'heure Emmanuel, mais elle l'ouvre complètement, parce que là, elle se justifie non pas devant des juges, mais devant les citoyens, à la télévision publique, et ce qu'elle veut dire, alors je cite la phrase précise, elle dit « Je me sens profondément responsable, pour autant, je ne me sens pas coupable, parce que vraiment, à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient juste pour nous des décisions qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. D'accord ? Donc, c'est une phrase, on voit, c'est quelque chose qu'on pourrait presque appeler aujourd'hui des éléments de langage. On comprend l'idée, elle veut mettre en avant le fait qu'il n'y avait pas d'intention, comme on dirait, criminelle, que ça relèverait plus de l'absence de connaissance ou de négligence ou d'omission ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, il s'agit de diminuer d'une certaine manière sa responsabilité. Évidemment, ça pose problème d'un point de vue philosophique. D'accord ? En dehors de la question juridique, est-ce qu'on peut vraiment être responsable sans être coupable? Qu'est-ce que ça signifie vraiment quand on commence à interroger les mots? D'accord? Peut-on vraiment être responsable sans être coupable? La phrase est d'autant plus ambiguë qu'elle est défendue en première personne. Elle dit « je me sens responsable, je ne me sens pas coupable ». Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un aveu, d'un examen de conscience un peu étrange. Deuxième phrase, 10 ans plus tard, attentat terrible, attentat du 11 septembre, il s'agit d'un attentat suicide,
Et vous avez le lendemain George Bush dans le bureau ovale qui déclare, qui affirme à la nation, hein, un peu abasourdi par cet événement terrible, qu'ils vont tout faire, mettre tous les moyens à disposition pour retrouver les responsables et les amener à la justice. Ce qui est un peu paradoxal, puisque les responsables directs, on parlait de Shane Kozak tout à l'heure, sont tous morts, puisqu'il s'agissait d'attentats-suicides. D'accord ? Et donc, quand il part de responsable, évidemment, il va chercher d'autres responsabilités. Et le lendemain, le secrétaire d'État, Colin Powell, reprend la même phrase, hein, nous trouverons ceux qui sont responsables de ces attentats coordonnés, et they will pay for it, ils paieront. Ce qui est la définition même de, justement, être responsable, répondre de ses actes, ils paieront. Et donc, vous voyez, dans la citation de Bush, hein, ils disent clairement, on ne fera aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui pourraient les abriter, qui pourraient les héberger, etc. Donc, toute la question qui va se poser, et vous savez à quel point l'histoire ensuite, la grande histoire sera dramatique, hein, est-ce qu'il y a une seule personne qui est impliquée? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un pays entier qu'il faut tenir responsable? Alors, cette question de trouver des responsables, c'est la première chose qui vient dès qu'il y a un scandale, Orpea, trouver des responsables, c'est quelque chose qui est un mouvement spontané, une demande spontanée de chacun, qui répond en philosophie au scandale de l'injustice. Ce n'est pas un problème tant juridique qu'un problème vraiment d'injustice. Kant en parlait déjà. Il n'y a rien de pire qu'un tyran qui meurt très vieux, en bonne santé, sans que rien ne lui est reproché. Alors, on peut espérer qu'il y a un ciel, qu'il y a un jugement dernier et derrière qui réparera ça, mais si ce n'est pas le cas, c'est terrible. Quelqu'un comme ça qui puisse être mauvais, profondément mauvais, et qui ne paye pas, c'est quelque chose de tout à fait terrible. Donc, l'une des grandes questions qui est liée au fait de trouver des responsables, c'est qu'on a besoin, moralement, plus encore que, on a besoin que quelque chose soit réparé, qu'une sanction soit établie. Donc, trouver des responsables, c'est une phrase qu'on trouve dans tous les contextes. Hein. Dès qu'il y a un scandale, il faut trouver les responsables. Troisième expression, plus récente, expression très étrange, l'affaire Benalla, 2018. C'est un conseil pour les politiques, il ne faut jamais s'exprimer comme ça sous le coup de la colère. Vous voyez, c'est que des phrases d'indignation un petit peu. Et là, c'est une phrase très très étrange. Vous la connaissez, elle est devenue extrêmement célèbre, elle lui a été très très reprochée, d'où le fait qu'il ne faut jamais parler sous la colère. Pourtant, pour quelqu'un qui prétend être philosophe, hein, c'est très bizarre. Le seul responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher. Alors, le seul responsable, c'est moi, c'est très très étrange comme phrase. Puisque, je vous rappelle le début de l'histoire, hein, c'est un garde du corps qui va tabasser un manifestant sans autorisation, et donc que quelqu'un dise « je suis responsable » et pas lui, c'est comme s'il parlait d'un enfant, ou comme s'il parlait... Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas responsable des actes qu'ils ont commis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est responsable d'avoir outrepassé. Donc, dire « je suis le seul responsable » est déjà une phrase étrange, et puis la deuxième phrase la plus étrange, hein, qui restera presque peut-être dans les livres d'histoire, c'est qu'ils viennent me chercher, puisque bon, le « il » est un peu mystérieux, s'agit-il des opposants politiques, des journalistes, des juges, on ne sait pas trop ce que ça recoupe. Et puis, la phrase est étrange, je reviendrai là-dessus ensuite d'un point de vue vraiment philosophique, puisque assumer la responsabilité totale et entière, d'un point de vue moral, c'est la morale du héros. Le héros, il assume tout. Sauf que le héros qui assume tout, dans les tragédies de Racine, il dit « me voici ». Et quand on dit « qu'ils viennent me chercher », c'est le contraire, puisque normalement, si on assume ses responsabilités, on se présente, on répond de ses actes, et on ne dit pas « qu'ils viennent me chercher ». Et la phrase « qu'ils viennent me chercher » est d'autant plus étrange. En plus, elle va être prise, si vous vous souvenez, au pied de la lettre par des gilets jaunes, à tel point qu'il y aura un moment une peur à l'Élysée, qu'ils viennent vraiment physiquement le chercher. Mais venir chercher est quelque chose d'assez étrange dans la mesure, ça revient précisément à refuser de répondre aux interrogations. Et tout à l'heure, Emmanuel le rappelait, hein, venant de la parole du président de la République, qui n'est pas responsable, comment on dit, qui bénéficie d'une immunité pénale pendant l'exercice de ses fonctions, hein, sauf s'il y a crime de guerre ou s'il y a un manquement évident au devoir qui appelle une destitution, mais ce régime temporaire d'inviolabilité du président de la République pose de tant problème. Donc c'est une phrase très très riche par le nombre de ses sous-entendus. Troisième phrase,
là aussi extrêmement célèbre, là aussi un autre personnage politique qui est friand des petites phrases choc, Manuel Valls, qui est encore quelque chose qui est un cri de colère, qu'on peut tout à fait comprendre devant quelque chose qui est inexplicable, qui est inexcusable, au sens fort, l'attentat de l'hypercachère. Et c'est une phrase qui va faire couler beaucoup d'encre, et là, pour le coup, qui intéresse beaucoup la santé publique. C'est le 9 janvier 2016, lors d'un hommage aux victimes de l'attaque de l'hypercachère, quand le Premier ministre de l'époque dit « Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Alors c'est une phrase, la colère à l'époque est sans doute sincère, mais c'est une phrase qui passera très mal dans la communauté des scientifiques en général, et en particulier des sociologues. Il y a Bernard Lahire qui écrira un petit livre hein, pour la sociologie et en finir avec une prétendue culture de l'excuse, dans la mesure où cette phrase remet en cause le travail même des scientifiques. Il faut bien l'analyser, ce que ça veut dire. Hein. Expliquer, c'est le travail d'un scientifique. Le travail d'un scientifique, c'est d'expliquer. Que faire d'autre? Et vous voyez qu'il y a l'idée que expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser, c'est-à-dire chercher derrière le travail du scientifique une sorte de compromission, qui serait une compromission avec les terroristes, dans l'idée qu'il y aurait une intention de enlever un peu de leur responsabilité. Alors c'est un très vieux problème, qui est encore tout à fait entier, auquel s'est confrontée Hannah Arendt hein, dans le fameux procès Eichmann, quand elle essaie de comprendre ce qu'elle a appelé la banalité du mal, comment un fonctionnaire peut comme ça organiser un crime de masse, et vous savez que Hannah Arendt recevra des critiques extrêmement violentes en disant qu'elle a essayé d'excuser aussi l'inexcusable. Donc cette phrase est importante hein, puisque alors, Manuel Valls répétera ça, hein, ce ne sera pas un accident, il dira plus tard « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. Aucune excuse ne doit être cherchée, aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. » Donc là, l'une des questions qui se pose, c'est la question, on va revenir, elle est très importante en santé publique, du rapport entre la responsabilité individuelle et la question des déterminants, de quelque sorte qu'ils soient, déterminants sociaux, culturels, etc. Enfin, dernière expression, la cinquième, une accusation collective très grave, là aussi de quelqu'un qui, alors, je vous ai choisi, hein, je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui vous fait horripiler dans la sélection, comme ça j'ai pris très divers. Donc là c'est une jeune fille de 15 ans, Greta Thunberg, qui lors de la COP 2018 s'adresse au monde entier d'une certaine manière, et surtout aux générations un peu plus vieilles qu'elle, qui disent « Ah, vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous, alors vous c'est une génération qui est la génération actuelle, la génération des parents et des grands-parents, vous détruisez leur futur devant leurs yeux. » Vous voyez, une fille de 15 ans qui dit ça, alors, évidemment c'est une phrase qui a beaucoup marqué, et c'est une phrase qui, en philosophie, renvoie à ce qu'on peut appeler la responsabilité générationnelle. C'est comme ça. Est-ce que philosophiquement, ça a du sens de tenir une génération responsable d'un désastre en train de se produire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a juste du sens, non pas seulement juridique, mais même philosophique, de considérer qu'une génération peut être responsable de quelque chose de cet ordre? Et puis, ça renvoie aussi à la fameuse question du déni. Est-ce que cette génération-là serait dans un déni? Alors là, on rentre dans des arcanes psychanalytiques. Qu'est-ce que c'est que le déni? Alors, je parlerai en conclusion d'une solution qui me semble plus intéressante, c'est celle de la mauvaise foi, la mauvaise foi sartrienne. Puisque vous savez que Sartre, quand il développe ce concept de mauvaise foi, il développe un concept très riche qu'on comprend tous intuitivement. C'est quoi la mauvaise foi? C'est la capacité de se mentir à soi-même. Donc pareil, philosophiquement, c'est impossible. On ne peut pas se mentir à soi-même. On ne peut pas être l'auteur du mensonge et celui qui subit le mensonge. Et pourtant, on fait ça très facilement au quotidien. Et donc la question de la mauvaise foi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dont il s'agit quand on parle de responsabilité générationnelle, de responsabilité à l'égard des générations futures, etc., de responsabilité écologique. À partir de ces 5 phrases, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de dégager, alors très sommairement, hein, quelques tropes. Alors trope, c'est un gros mot de la philosophie, hein, c'est une propriété particulière d'une chose en un certain moment et en un certain lieu. C'est pour éviter de parler d'universel. Donc là, je vais juste essayer
dans le temps qui m'est imparti, hein, de dégager quelque chose par rapport à toutes ces phrases et ces problèmes qu'on a juste survolés, qui touchent plus spécifiquement à la santé publique. Donc c'est le contraire de propriété universelle, si vous voulez. C'est qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ces problèmes sur cette notion qui, vous l'avez compris, est très ambivalente, qui est très chargée de valeur. Hein. Vous voyez, c'est une sorte d'outre que vous pouvez gonfler, je suis seul responsable de tout, je porte tout, ou alors au contraire complètement dégonfler en disant c'est pas ma faute, c'est celle des autres, etc. Donc qu'est-ce qui se joue régulièrement et de manière répétée en santé publique par rapport à cette notion? Alors la première question, une distinction qui est importante, qu'il est important de bien faire, c'est justement de bien distinguer ce qu'en philosophie on appelle la responsabilité morale de ce que les juristes appelle la responsabilité civile ou pénale. Ce sont des notions très différentes, tant mieux pour les juristes, hein, parce qu'ils ont, ils ont déjà suffisamment de difficultés sur cette notion très complexe, mais fort heureusement pour eux, ils n'ont pas besoin des philosophes pour savoir qui est coupable ou qui est responsable devant la loi. C'est déjà suffisant, hein, ils ont le code pénal, ils ont le code civil, ces codes précisent qui peut ou non être considéré comme responsable. Est-ce qu'un fou peut être responsable? Est-ce qu'un adulte peut être responsable? Ou un enfant peut être responsable, hein, fameuse loi 1808, si je me souviens bien, en France. Donc le fait que les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas considérés comme responsables, il y avait certaines clauses, ils pouvaient être considérés. Donc, juger dans quelles circonstances on peut être considéré comme responsable sous la loi, est-ce qu'un délit doit être considéré? Alors, il faut qu'il y ait une intention pour un meurtre, assurément, c'est même la définition du meurtre, mais par contre, il y a d'autres cas, de la négligence, de l'imprudence, de l'omission, il y a des tas de moments où le juge peut prononcer une sanction pénale. Alors, en philosophie, cette question est très complexe, elle a une très très longue histoire. En gros, il y a deux grandes écoles, hein. Il y a ceux qui vont dire, celui qui est vraiment responsable au sens philosophique, c'est celui qui est dans la capacité d'exercer son libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut, tout à l'heure j'entendais l'imputabilité, alors le concept d'imputabilité est intéressant, parce qu'on peut imputer un mauvais fonctionnement à un ordinateur. Mon ordinateur fonctionne mal, c'est sa faute, il déconne, mais en même temps il n'a pas de libre arbitre, d'accord? Donc l'imputabilité est très générale, la responsabilité, eh bien, elle laisse s'entendre qu'il faut que j'ai fait ce que j'ai fait, mais que j'aurais pu faire autrement. Et donc pour cette question-là, vous voyez, on ne peut pas punir quelqu'un qui n'y est pour rien, d'une certaine manière, qui a été déterminé à faire ce qu'il a fait. Donc ça, l'une des premières manières de considérer la responsabilité, c'est de la considérer d'un point de vue métaphysique, pour savoir métaphysiquement qui est vraiment libre. Est-ce qu'un enfant de 12 ans, de 14 ans, est-ce qu'il faut atteindre l'âge de raison? Est-ce qu'il faut plus longtemps? Quand est-ce qu'on sait qu'on est vraiment libre, qu'on a fait une action libre? Alors c'est très très métaphysique, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas vraiment sonder ces questions-là. L'autre position très forte chez les philosophes, c'est la position utilitariste. Position utilitariste, c'est dire la sanction, elle vise avant tout à d'abord éviter que les gens recommencent. Donc si on punit, c'est surtout pour éviter qu'ils recommencent. Et puis c'est pour ceux qui n'ont pas fauté, éviter qu'ils le fassent. C'est-à-dire obliger les gens à être prudents, à faire attention à ce qu'ils font. Donc l'idée, c'est la sanction en elle-même, de manière générale, oblige les gens à être responsables et qu'elle exerce une vertu en ce sens-là. Alors, quand je vous disais que la responsabilité morale est différente de la responsabilité pénale, hein, c'est vraiment important de distinguer les deux. Les deux exemples, enfin, l'exemple classique, c'est la mendicité. C'est qu'évidemment, il peut exister des lois qui interdisent la mendicité, d'accord? Donc c'est pénalement interdit. On a du mal à imaginer que quelqu'un qui mendie parce qu'il n'a pas d'autre moyen serait immoral. Donc vous voyez, c'est un exemple simple et intuitif pour bien comprendre que c'est pas, ça faut avoir une conception vraiment juridique très très extensive, hein, c'est pas parce que la loi prononce ce qu'il faut faire qu'elle prononce tout ce qui est bien ou mal. Pensez à des régimes autoritaires, etc. Autre exemple d'actualité, dans la ville où je suis né, Calais, vous savez qu'actuellement, depuis plusieurs années, il y a un arrêté préfectoral qui se répète depuis 2017 et qui interdit aux associations de donner à manger aux migrants. D'accord? En France, hein, je vous parle de ça. Donc à Calais, depuis 2017, une interdiction de distribuer des repas dans certains lieux. Bon, l'interdiction est ce qu'elle est.
les gens qui outrepassent cet interdit, on a du mal, là encore, à les caractériser d'immoraux parce qu'ils enfreignent quelque chose qu'ils estiment profondément injuste, quand bien même ça vient de la loi. Donc ce sont des exemples importants. Alors qu'est-ce que ça touche par rapport à la santé publique? Eh bien, un acteur de santé publique, c'est avant tout un savant. C'est un scientifique, et le livre vraiment de référence par rapport à ça, l'un des grands textes de référence d'un sociologue, c'est le texte Les deux conférences de Max Weber, au début du siècle dernier, où Max Weber distingue, c'est devenu célèbre, l'éthique de conviction de l'éthique de responsabilité. Il dit qu'il y a deux types d'éthique, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est quand vous suivez quelque chose que vous pensez profondément juste et important, coûte que coûte. Et l'éthique de responsabilité, c'est autre chose. C'est quand vous prenez en compte les conséquences de l'action que vous allez faire. Et donc, il faut essayer de prévoir. Et Weber rappelle qu'il n'y a rien de pire que d'élire un politique qui serait dans l'éthique de conviction, c'est très très dangereux, et qui refuse l'éthique de responsabilité. C'est là la porte ouverte à l'autoritarisme, c'est justement ces politiques qui mettent en avant tout le temps leurs convictions profondes, etc., et qui ne se revendiquent pas d'une éthique de responsabilité. Prenez un exemple, si vous élisez un président de la République qui, conviction profonde, sincère, dit « jamais je ne ferai tuer un innocent », eh bien, pour toutes les raisons d'État, tout ça, c'est un peu embêtant, parce que ça peut avoir comme conséquence que des milliers de personnes peuvent mourir, etc., s'ils refusent de prendre une situation qui s'impose, où il a le choix entre une personne ou des dommages collatéraux, comme on dit, au risque que certains innocents meurent, et puis une catastrophe qui entraîne des millions de morts. Donc, cette éthique de conviction peut avoir des effets dramatiques. Alors, le savant, lui, il est dans une position particulière, dans la mesure où la pratique de la science l'oblige à adhérer à une éthique de la conviction. Pourquoi ? Parce que quand on est scientifique, on cherche la vérité, et donc le savant doit inconditionnellement respecter la valeur propre à la science, qui est la vérité. Et donc c'est le sens d'une des phrases de Weber, le politique doit faire des compromis, le savant ne peut pas les couvrir, dans la mesure où le savant, en tant que savant, doit avant tout dire la vérité. C'est une question qui se pose en santé publique, puisque vous voyez que santé publique, on cherche avant tout à avoir des effets aussi sur les comportements, sur l'amélioration de la santé. Et la grande question, c'est une question philosophique, c'est est-ce qu'un épidémiologiste ou un acteur en santé publique peut promouvoir ce que Platon appelait le beau mensonge, c'est-à-dire dire quelque chose de faux scientifiquement, mais qui produirait de bons effets. On a eu quelques exemples aussi sous la crise de Covid. Bon, un exemple qu'on peut prendre par rapport à cette question de responsabilité dans le domaine scientifique, c'est l'affaire Andrew Wakefield, pour prendre une affaire assez ancienne. Andrew Wakefield, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a publié dans le Lancet en 1998 une étude qui semblait montrer un lien entre la vaccination et donc l'aurore en l'occurrence, et des cas d'autisme. Et ça va soulever tout un tollé, il va y avoir des études, on va critiquer la méthodologie de l'article, il va être retiré très vite, enfin non, il faudra du temps. Ouais, non, pas très vite du tout, il faudra, disons, c'est le drame du Lancet, il faudra très longtemps pour que l'article soit retiré. Et il va y avoir une grande question ensuite. Alors Wakefield aura beaucoup de difficultés parce qu'on se rend compte qu'il y avait des liens avec des associations anti-vax, etc. Et la grande question, c'est qui est responsable dedans. C'est une grande question parce qu'il peut avoir des convictions, il peut se tromper en tant que scientifique. Heureusement que le scientifique est faillible. Donc, qu'il ait des convictions qui produisent des études, ça, c'est pas le problème. Qu'il triche, c'est autre chose, évidemment. Il y a des tas de choses, donc sa responsabilité en tant que savant, ici, est engagée. Il y a la responsabilité des éditorialistes, il y a eu toute la responsabilité des journalistes à l'époque qui ont relayé abondamment ces informations-là, et des dizaines d'années encore après que le scandale a éclaté, il y avait encore l'idée dans la tête de beaucoup de gens qu'il y avait une association entre la vaccination et le développement d'autisme. C'est encore très présent. Pardon ? Ouais, j'entends un brouhaha. On est d'accord. Bon, c'est quelque chose qui est resté, et donc ça crée d'énormes effets périphériques. Alors, un exemple que j'aime bien prendre, pour le coup, qui est un peu la controverse, alors j'aime bien prendre ça pour des étudiants en philosophie, parce que c'est assez rare quand même que les philosophes aiment promouvoir les statistiques et l'usage des statistiques. En général, ils détestent les nombres. Moi, c'est pas le cas, au contraire, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des statistiques et des probabilités.
Et je pense qu'il y a des vertus heuristiques aux statistiques. C'est facile de dire ça ici dans un amphithéâtre qui s'appelle Charles-Alexandre Louis, mais quand même, ça l'est moins quand on enseigne à des étudiants en philosophie. Alors c'est un bon exemple que je prends souvent, c'est Mary Putnam Jacobi, qui utilise les statistiques pour contrer un biais, ce qu'on appellerait un biais aujourd'hui, ou une idéologie, ou un préjugé, qui est un préjugé d'un grand médecin de son époque, qui était Edward Clerk, qui considérait que les femmes, de manière générale, étaient inaptes à toute activité intellectuelle, en particulier quand elles ont leur menstruation. Donc il y avait l'idée que la première chose qui s'impose quand les femmes ont leur menstruation, c'est le repos, et ça venait d'un médecin qui était un médecin très important et qui a écrit un livre sur l'éducation des jeunes femmes en 1873. Et Mary Putnam Jacobi s'oppose à ce point de vue qui est le point de vue d'un ponte de la médecine, et la seule arme qu'elle a en tant que telle, contre un style qui est un style littéraire brillant, qui s'appuie sur des cas cliniques, etc., eh bien, la seule arme qu'elle a, c'est de faire des statistiques. Elle va faire des tableaux, elle va interroger toutes ses amies, elle va interroger des tas de gens, et elle va vraiment prouver, alors il y a l'exemple de la saignée, super classique par Louis, mais cet exemple-là est intéressant, parce que c'est un usage de statistiques qui est concluant, c'est-à-dire qu'elle prouve que bon, les femmes peuvent continuer ce qu'elles ont envie de faire, même quand elles ont leur menstruation, et qui, pour le coup, parvient, dès l'époque, à renverser une opinion dominante qui était, avant tout, une opinion qui reposait plus sur des préjugés que sur des faits établis. C'est de l'evidence-based medicine, bien avant l'heure. Alors, donc, premier problème, vous voyez cette question de la responsabilité de manière générale par rapport à la culpabilité et par rapport à la responsabilité pénale. Deuxième trope, c'est responsable de quoi? Alors ça, c'est un grand problème aussi pour la santé publique, puisque l'une des grandes difficultés, c'est d'apprécier des effets qui sont produits très loin dans la chaîne causale. C'est-à-dire que, classiquement, la question de la responsabilité, c'est on impute la responsabilité d'un acte dans une chaîne causale très très courte. Or, il se trouve que, de plus en plus, la question des effets produits est extrêmement complexe. Alors, c'était déjà un vieux problème théologique qui remonte au Moyen-Âge, c'est ce qu'en philosophie on appelle le problème de l'acte à double effet. Est-ce que, si, tout à l'heure j'en ai donné un exemple, est-ce que tuer une personne pour en sauver 1000, eh bien, est-ce que ça peut être justifié du point de vue de Dieu, du point de vue moral, sans forcément avoir appel à Dieu? Donc le double acte, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose de mauvais si on a une action plus grande à accomplir? Est-ce qu'on peut donner quelque chose qui risque d'entraîner la mort si c'est pour soulager une grande souffrance, par exemple, vous voyez? Donc cette question-là, c'est une vieille question théologique, et elle est au centre de toute la réflexion des épidémiologistes, puisque c'est la fameuse balance coût-bénéfice. Il n'y a jamais d'action qui est parfaitement bénéfique ou parfaitement nocive. Il y a toujours quelque chose à apprécier, d'autant plus qu'on a à mettre dans la balance souvent des effets individuels avec des effets collectifs. L'autre exemple, c'est les conséquences en philosophie qu'on appelle les conséquences indirectement intentionnelles. Donc les conséquences vraiment en bout de chaîne, qui sont par effet de dilution. C'est très compliqué de savoir, philosophiquement même, comment on peut être responsable de quelque chose. Vous commencez avec de bonnes intentions à mettre en place un système de santé pour améliorer, je ne sais pas, l'alimentation des gens, et puis on se rend compte, au bout de 20 ans, que ça a produit des effets qui étaient complètement inattendus et qui peut-être étaient même très peu prévisibles. D'accord ? Est-ce que vous êtes responsable de ça ? Donc, alors, ces questions-là, l'un des bons exemples, c'est reprendre bien avant la question du vaccin de Covid, le tout début de la vaccination, le bel exemple de la vaccination avec ce magnifique texte d'Alembert, 1760, devant l'Académie royale des sciences, un texte qui n'a pas pris une ride, où d'Alembert oppose le bénéfice individuel d'être, donc à l'époque c'est la variolisation, vous vous souvenez, l'inoculation de la petite vérole, sachant que la petite vérole, on l'inoculait et ça produisait des morts. C'est-à-dire qu'il y avait un risque certain qu'un certain nombre de personnes meurent parmi les inoculés. Donc c'était une technique qui avait été importée, on ne sait pas trop, d'Italie, d'Asie, d'Inde, par la Condamine. Et il y a un grand débat chez les philosophes des Lumières entre ceux qui sont pro-inoculation, par exemple Diderot, et ceux qui sont un peu plus sceptiques, comme les d'Alembert, en disant, voilà, c'est pas évident, parce que justement c'est l'un des premiers à dire, il y a l'intérêt individuel, ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses.
Troisième trope, j'ai presque fini, le problème de la responsabilité partagée. Alors, responsabilité partagée, ça c'est l'un des gros problèmes en santé publique, dans la mesure où, justement, toute l'action scientifique moderne s'oppose à l'action du héros solitaire, hein, puisque vous savez que le problème du héros solitaire, dans la grande morale des tragédies raciniennes, c'est que le héros est faillible. Il n'a pas toujours raison, le héros est faillible, mais il assume son malheur. C'est quoi la définition d'un héros? C'est celui qui assume tout, même ce dont il n'est pas responsable. Il dit « me voici », justement, c'est ça le héros, c'est celui qui assume tout, même, c'est un peu l'inverse du politicien. Le politicien dit « je suis responsable de tout » et il n'assume rien. Là, c'est au contraire, il dit « c'est pas de ma faute », puisqu'il y a toujours un grand malheur qui tombe sur la tête du héros, Oedipe, c'est pas de sa faute, il ne savait pas, et en même temps, il assume jusqu'au bout. D'accord? Donc, il assume tout, et il assume même la faute des autres, et le lâche, au contraire, c'est celui qui dit « ah, c'est pas moi ». C'est pas moi, c'est un autre. Et cette responsabilité morale pose un problème évidemment dans la science. Bon, il y a un petit écho à Raoult là, puisque contre tout le consensus, il s'est posé un moment comme le maverick de la science française pendant l'époque du Covid, où il voulait avoir raison contre tout le monde. Mais cette question de cette responsabilité totale est une question philosophique vraiment importante, dans la mesure où, bon, la morale du héros, elle se pose moralement facilement parce qu'il assume tout, donc c'est très simple, on peut du coup le tenir responsable de tout ce qu'on veut, alors qu'en réalité, la plupart des actions aujourd'hui sont, on en parlait tout à l'heure, prises de manière collégiale, au sein d'institutions, etc., et ça pose d'énormes difficultés philosophiques. Alors, juste pour vous dire, il y a beaucoup de travaux de philosophie, il y a beaucoup de thèses de philosophie aujourd'hui qui sont entreprises sur qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité collective. Est-ce que ça a un sens? Parce que c'est très compliqué, hein. On peut attaquer par exemple l'État pour inaction climatique, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Hein. Vous voyez, attaquer des entités théoriques comme ça ou collectives, il y a un risque toujours, au contraire, de diluer finalement une responsabilité et de dire, il y a ma part de responsabilité dans une chaîne qui est extrêmement complexe. Alors, l'un des exemples qu'on peut donner d'un point de vue historique, hein, c'est l'étude Tuskegee, qui est une étude qui est un des grands scandales de santé publique aux États-Unis. C'était une étude sur 600 adultes noirs, de population noire, des conséquences de la syphilis. C'était une étude prospective. Et donc il s'agissait d'étudier l'impact de la syphilis sur une cohorte. Et cette étude a été continuer bien après qu'on a découvert la pénicilline qui traitait efficacement de la syphilis, et ça donnait un énorme scandale dans les années 70 de se rendre compte que pour des raisons scientifiques, on continuait de suivre sans les traiter des patients, donc contre toute éthique, si vous voulez, médicale, des patients qui auraient pu être traités. Enfin, dernier point, la responsabilité de déterminisme. Je vois que j'ai dépassé, mais c'est la grande question sur le rapport entre la cause et la liberté individuelle. L'un des grands exemples, hein, vous savez que l'épidémiologie a une histoire commune avec la sociologie, le traitement des nombres, hein, le grand texte de Durkheim, qui est un des textes fondateurs de la sociologie, ça a montré que l'un des actes qu'on pourrait dire les plus personnels, les plus existentiels, se donner la mort, semble ne dépendre que du libre arbitre, vraiment de quelque chose qui repose absolument à une biographie, à une singularité. Et ce que Durkheim prouve, chiffre à l'appui, c'est que non seulement c'est stable d'une année à l'autre, mais c'est stable suivant des régions, que ça varie suivant les professions, etc. Donc c'est-à-dire quelque chose qu'on pense être parfaitement libre, parfaitement déterminé par la singularité même des cas, et en réalité le résultat de déterminants multiples, sociaux, culturels, etc. Alors, cette question de responsabilité du déterminisme se pose à différents niveaux. Là, actuellement, vous savez qu'il y a une querelle par rapport à l'irresponsabilité pénale, qui renvoie au vieux problème d'Aristote de la question de l'hybris. Hein. Est-ce que des patients psychiatriques qui ne prennent pas leur traitement peuvent être jugés responsables de ne pas prendre leur traitement et des actes qu'ils peuvent commettre s'ils ne prennent pas leur traitement? C'est actuel, hein. Là, vous avez vu qu'il y a toute une tribune. Donc c'est un peu l'inverse de responsable mais pas coupable, c'est un peu coupable mais pas responsable. Il y a quelque chose qui est un peu étrange d'un point de vue philosophique. L'article, un des grands articles de Rachid Salmi, il en parlait tout à l'heure justement, d'une des questions, obliger les gens à mettre une ceinture de sécurité, vous voyez, c'est une question
qui est alors là pour le coup quelque chose qui est utilitariste, ça contraint la liberté des gens, si j'ai pas envie de mettre ma ceinture, si j'ai l'impression de conduire bien, etc. Et pendant, ça produit des effets d'un point de vue épidémiologique qu'on peut mesurer, qu'on peut objectiver, donc il n'y a pas de conflit si fort d'un point de vue philosophique entre d'un côté le déterminisme et de l'autre côté la liberté individuelle. Les difficultés d'une responsabilité prospective, enfin, le principe responsabilité de Jonas, c'est dire il y a quelque chose de nouveau par rapport à la responsabilité, c'est qu'avant on l'avait de manière un peu étriquée, on la concevait d'un point de vue individuel, et en réalité aujourd'hui avec le développement de la science, avec le développement de la technologie, on est obligé de prendre en compte que des choses qu'on décide aujourd'hui, le nucléaire, certaines technologies, etc., peuvent avoir des enjeux très très lointains. Et donc, c'était l'idée d'une responsabilité élargie aux générations futures. C'est une grande question aussi pour la santé publique. Est-ce que c'est impliqué? Alors, je vois qu'il y a plein de posters là sur l'écologie, et donc on voit que c'est direct dans une école de santé publique, donc il y a un lien par rapport à ça. Et d'une certaine manière, on peut rendre gré à ce compte de la grande définition de l'OMS. Alors, c'est une définition que les philosophes adorent critiquer, parce qu'il n'y a rien de plus rebutant que cette définition pour un philosophe, elle est beaucoup trop large. Et en bonne santé, quelqu'un qui est dans un état complet bien-être physique, mental et social, je ne sais pas s'il y en a un ici. Donc, c'est une définition qui n'a aucun sens pour un philosophe, mais qui est très très intéressante pour la santé publique, parce que c'est quelque chose qui engage, tout à l'heure on parlait des compétences, qui augmente, et c'est son but, le champ des responsabilités pour l'OMS. C'est dire que l'OMS peut agir dans des tas de domaines différents, et pas seulement de manière restreinte, comme on le disait tout à l'heure, avec le fixe technologique, c'est qu'au contraire, en améliorant les conditions sanitaires, en améliorant l'éducation, etc., on améliore aussi la santé. Donc c'est une sorte de morale de grand héros, pour le coup, de dire j'assume tout, jusqu'au bout. Donc je conclus, j'ai été un peu long, pardon. Ce qui me semble être le plus important, le plus original et le plus exigeant pour les acteurs de santé publique, c'est de conjuguer une éthique de la conviction, c'est-à-dire l'éthique du savant, comme j'en parlais tout à l'heure, et une éthique de la responsabilité, puisque le but aussi de la santé publique, c'est d'agir, c'est d'améliorer la santé, et donc d'être dans l'action, comme l'est l'homme politique. Et pour ça, peut-être un modèle pourrait être, il revient un petit peu à la mode, Sartre, la littérature engagée, Sartre en 1946, contre tous ceux qui disent « Ah, l'écrivain est irresponsable, il fait que inventer des histoires, il est là pour raconter, pour amuser, etc. » dit non, l'écrivain a une responsabilité immense, il est responsable devant son époque, il est responsable devant toute l'humanité. Quand il dit « les Noirs sont opprimés », il dit quelque chose qui doit changer la donne. Et d'une certaine manière, vous avez cette phrase, pour nous en effet, l'écrivain n'est ni Vestale ni Ariel. Vestale, c'est la prêtresse qui dit l'avenir. Ariel, c'est l'esprit farfelu dans la tempête de Shakespeare, un esprit aérien. L'écrivain, c'est celui qui est dans le coup, quoi qu'il fasse, marqué, compromis, jusque dans sa plus lointaine retraite. Voilà, donc je pense que ça peut être une exigence. C'est même Rachid, quand il sera à la retraite, je suis convaincu qu'il restera dans le coup. Voilà, je vous remercie.